Alors bienvenue si vous venez de nous rejoindre donc pour cette table ronde dans laquelle on va s'intéresser donc à la décarbonation de l'industrie. On va faire un tour de table pour commencer. Honneur à vous, Alexiane Ardouin. Donc, vous êtes référente hydrogène en direction régionale pour le Grand Ouest au sein de l'ADEME, l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie. Bonjour, est-ce que vous pouvez nous dire quelle est la mission de l'ADEME et quelle est son implication dans la décarbonation de l'industrie française? En quelques mots vraiment pour vous présenter. Donc, bonjour à tous, effectivement Alexiane Ardouin de l'ADEME en direction régionale. Pour résumer rapidement donc, le rôle de l'ADEME, donc nous l'ADEME on est déjà pour rappel l'agence de la transition écologique et pour résumer très simplement notre mission, c'est d'accompagner les différents acteurs des territoires, que ce soit acteurs économiques, collectivités, dans leurs projets de transition et ça va du financement à l'accompagnement et le conseil technique pour aller ensemble sur vers une société plus sobre et plus résiliente et plus juste, et ce sur différents sujets qui vont de la mobilité, l'alimentation et l'énergie. Et pour l'industrie, notre rôle, je dirais, est sensiblement le même, accompagner les projets des industriels et les accompagner à décarboner leurs activités sur des projets donc vraiment de A à Z, et ça va du financement à la formation et à l'accompagnement technique. Merci. Marc Dunet, vous êtes directeur régional Bretagne de Total Énergie. Total qui est un acteur industriel majeur. On va s'intéresser avec vous plus particulièrement à l'enjeu de la décarbonation des raffineries, parce que le sujet est vaste concernant le groupe Total. Pour que l'on prenne bien la mesure de cet enjeu, est-ce que vous pouvez nous dire combien de raffineries possède Total aujourd'hui, quel est leur impact carbone et quelles sont vos ambitions concernant la décarbonation de ces raffineries? Bonjour à toutes et à tous d'abord. Alors effectivement, on est un des grands consommateurs mondiaux d'hydrogène, puisque le raffinage dans le monde représente un peu plus de la moitié de la conso actuelle d'hydrogène. Donc vous avez cité des chiffres, Président, 100 millions de tonnes. Aujourd'hui, on a 12 raffineries dans le monde, 6 plateformes pétrochimiques. On se concentre d'abord sur l'Europe. Et pour nous, le premier enjeu, c'est de décarboner les raffineries européennes. Donc il y en a 6, plus 2 plateformes pétrochimiques. Et l'enjeu long terme Total Energy, c'est d'être zéro en 2050 sur Scope 1 et 2, donc sur en particulier nos activités de raffinage. Et l'enjeu, c'est de décarboner 3 millions de tonnes d'utilisation d'hydrogène par an sur l'Europe. Pour ça, on a lancé un premier appel d'offres et la demande, elle est là, Président, alors je vous rassure. Premier appel d'offres européen pour Total Energy, 500 000 tonnes d'hydrogène par an, qui a été lancé il y a 2 ans, et on est en cours de réalisation des contrats pour cet appel d'offres. Donc on est dans le dur, là, dans le concret, pour consommer de l'hydrogène bas carbone. Merci pour cette introduction. Stéphane Paul, vous êtes CEO d'H2X Écosystème, entreprise bretonne qui aide et accompagne les industriels dans la décarbonation de leurs activités. Est-ce que vous pouvez nous présenter rapidement votre entreprise et son activité? Alors, bonjour. Alors H2X, c'est quoi? C'est bien une entreprise industrielle. Donc, nous, on fait des piles à combustible. On a développé notre propre pile de 5 kW. On a développé notre convertisseur DC-DC associé, qui permet d'utiliser pour des usages en mobilité et en statique. On a développé aussi un réservoir d'1 kg d'hydrogène, qui est, alors, petite particularité, qui est qualifié TEPED, donc ce qui permet de l'utiliser comme une bouteille de gaz, comme on a à la maison, donc ce qui permet d'avoir très sécurisé et de développer des usages. Et à partir de ces briques-là, on a développé des systèmes plus complexes qui vont de générateurs de 5 kW, par exemple, pour l'immobilier, ou pour des antennes 4G, 5G. Et après, on est allé sur des puissances supérieures, comme des générateurs de 15 kW, 50, là on est sur 100, 350, 500, et là maintenant on est sur des projets à plusieurs mégawatts, justement qui participent à la décarbonation, l'alimentation des bateaux à quai par exemple, des data centers, des aéroports, et évidemment des usines pour les effacer des réseaux. Et à côté, une activité plutôt dédiée à la défense, où on a créé H2X Défense pour créer tous des écosystèmes avec des nouveaux usages, bon, comme vous avez pu le voir avec le drone Hermione. Exposé au K2. Merci. Et Sylvain Marc et David Anoéré. Alors Sylvain, vous êtes ingénieur R&D chez Crampouze, leader mondial sur le marché de la crêpière professionnelle. Vous êtes implanté en France et dans le monde et détenez un précieux savoir-faire dans la fabrication de ce qu'on appelle les B-Leagues, qui fonctionnent aujourd'hui à l'électrique ou au gaz naturel, c'est bien ça pour le moment? Oui, bonjour à tous. Oui, effectivement, donc Crampouze est une entreprise qui est fabricant en fait de matériel électroménager pour la cuisson, donc en électrique et fonctionnant également au gaz.
Et vous êtes ici avec David Honoré, qui est professeur des universités au CORIA, qui est une unité de recherche du CNRS, unité mixte de recherche. Vous explorez ensemble la capacité de l'hydrogène à se substituer au gaz naturel. Pourquoi cette association? Qu'est-ce qui a motivé vos expérimentations? Bien, bonjour à toutes et à tous. Oui, ce qui a motivé cette collaboration avec la société Crampouz, ça a été de se poser la question du futur de l'utilisation de gaz à la suite du gaz naturel et notamment de l'hydrogène. Et l'idée aussi, c'était de se dire, ok, on ne va pas forcément passer directement du gaz naturel, le méthane, à l'hydrogène, mais qu'est-ce qui va se passer quand on peut imaginer progressivement de plus en plus d'utilisation possible, de disponibilité de l'hydrogène, et d'avoir une approche progressive sur l'effet du procédé. Là, on parle de la crêpière de Crampouz. Quel va être l'effet de l'ajout d'hydrogène progressif jusqu'à aller à 100% d'hydrogène? Et ça nécessite quoi? Ça nécessite une meilleure compréhension de ce qui se passe au cœur même de la flamme quand on va avoir cette approche-là. Je pense qu'on en reparlera après. Un peu plus en détail, oui. Alors, pour commencer, bien comprendre les enjeux de la décarbonation de l'industrie, on va rappeler quelques chiffres avec vous, Alexiane. L'industrie française représente aujourd'hui 20% des émissions de gaz à effet de serre et 20% de la consommation énergétique du pays. La France, on l'a vu en introduction, a réajusté sa stratégie hydrogène. Si on se concentre vraiment ici sur la partie industrielle, quels sont les objectifs et quelles sont les filières les industrielles dans lesquelles l'hydrogène doit vraiment être priorisé? Oui, et effectivement, donc, on l'a vu tout à l'heure, mais la France et l'État français s'est doté d'une feuille de route, donc la stratégie nationale hydrogène qui a été révisée récemment, qui était attendue, avec de l'ajustement d'objectifs, notamment en matière de production, pour les raisons qu'on a évoquées tout à l'heure, et un retard de déploiement. Mais a également été précisé dans cette feuille de route une hiérarchisation des usages avec des usages plus importants prévus pour l'industrie et dans la fabrication aussi de carburants de synthèse pour l'aviation et pour le maritime. Pourquoi pour l'industrie? Est-ce que je crois que le chiffre a été dit tout à l'heure, mais l'industrie, aujourd'hui, c'est 900 000 tonnes d'hydrogène qui sont consommées par an en France, avec donc 95% de ces usages sont sont fossiles, donc à partir d'un procédé vaporeformage de gaz naturel qui est très carboné. On est en 11 kg de CO2 par kilo d'hydrogène produit. Et 70% de ces usages sont effectivement pour le raffinage et la fabrication d'engrais. Donc il y a effectivement un réel enjeu sur ces secteurs pour les décarboner, avec une estimation de 2,6 gigawatts électriques attendus pour décarboner ne serait-ce que la filière, les filières que j'ai citées précédemment. Sachant qu'il y a aussi un deuxième usage aussi pour l'hydrogène en tant qu'entrant matière pour des procédés aujourd'hui qui n'utilisent pas d'hydrogène mais qu'on pourrait décarboner notamment en remplaçant par de l'hydrogène durable, de l'hydrogène vert, pardon, donc notamment dans la chimie et dans la sidérurgie, pardon. Et le troisième usage également dans l'industrie, ça serait pour des procédés donc à haute température où l'électrification serait difficile et là où on pourrait utiliser l'hydrogène en usage thermique. Donc on va en parler effectivement. Vous disiez tout à l'heure votre rôle pour accompagner le développement de cette filière. Juste quelques mots des outils dont vous disposez pour le faire à tous les stades du développement. Alors, par le passé, entre 2005 et 2017, on a déjà soutenu 133 projets en recherche et développement, et ces chiffres-là, on peut les trouver facilement, puisqu'un rapport est sorti récemment, un rapport indépendant sur le soutien de l'ADEME à la filière, qui est disponible sur la librairie ADEME. Donc, c'est 133 projets de recherche et développement qui ont été soutenus entre 2005 et 2017.
Et également, on a soutenu donc, à travers des appels à projets des écosystèmes territoriaux, avec, dont trois en Bretagne, avec, alors, qui ne sont pas aujourd'hui opérationnels, mais donc, en prévision de 46 électrolyseurs, environ 2200 véhicules, et si je dis pas de bêtises, c'est 89 stations également financées. Et un autre axe aussi qui est important à l'ADEME, c'est qu'on bénéficie aussi d'une expertise en interne avec des rapports qui sortent régulièrement et qui sont mis à disposition gratuitement sur notre librairie pour un peu éclairer sur différents sujets les différents acteurs. Alors Marc Denis, je vais venir vers vous sur... vous nous avez communiqué les chiffres, hein, l'impact carbone des raffineries. Aujourd'hui, l'utilisation de l'hydrogène est extrêmement importante et elle est majoritairement carbonée. Quelles sont les pistes que vous explorez pour pouvoir décarboner cet hydrogène et quelle part d'hydrogène bas carbone vous envisagez d'introduire à court et plus moyen terme? Alors, les chiffres, c'est 500 000 tonnes sur l'Europe, donc l'hydrogène dans le raffinage, il est utilisé pour désulfurer les carburants. À terme, c'est d'utiliser 100% d'hydrogène bas carbone. Le terme, j'aurais un peu de mal à vous le donner aujourd'hui. On parle de temps long, il y a des projets qui dérapent, il y a des aides financières qui n'arrivent pas. Donc tout ça un peu se mord la queue. Ceci dit, on est sur un horizon de à peu près une dizaine d'années pour arriver à décarboner l'ensemble des raffineries européennes. Alors, toutes les technologies aujourd'hui sont sur la table, hein. On va parler bien sûr d'hydrogène vert produit à partir d'électrolyse. On a pas mal de projets dans le tuyau. Le président Bouclier a parlé de Normandie. On va être sur les 200 MW de l'électrolyseur. Je crois qu'on va utiliser un peu plus de la moitié pour notre propre raffinerie de Normandie. Donc ça, c'est un premier volet. Sur l'AMED, qui est une bioraffinerie, on va utiliser 2 technos. Il y aura une première technologie de vapeur et formage de biogaz, qui est aussi une technologie pour produire de l'hydrogène vert. On va utiliser des électrolyseurs alimentés à partir d'électricité photovoltaïque, puisqu'on a construit des champs photovoltaïques sur la raffinerie. On va aussi utiliser l'importation, c'est évident, puisque aujourd'hui, quand on parle de décarboner l'hydrogène d'une raffinerie, il faut avoir en tête que ça a un coût financier stratosphérique et qu'aujourd'hui, les raffineries européennes sont sur le fil du rasoir en termes de rentabilité. Donc il ne s'agit pas de vouloir décarboner pour tuer l'industrie, ça aussi c'est important à souligner. D'autres projets sur la raffinerie de Flandre, par exemple, qui est en Belgique, c'est des électrolyseurs énormes alimentés à partir de champs éoliens offshore. Donc on est pile poil dans ce qu'on peut imaginer faire en Bretagne un jour. D'autres projets sur Grand Puy aussi, bioraffinerie, là aussi on sera sur du vapeur et formage de biogaz et on sera aussi pareil sur des projets à partir de photovoltaïque. Électrolyse aussi. Sur la partie électrolyse, il y a un sujet dont on ne parle pas souvent, c'est le problème de l'eau. Il y a aussi de l'usage dans la production d'hydrogène, on consomme pas mal de flotte, hein, donc il faudra aussi considérer ce problème-là. C'est vrai qu'on parle beaucoup de l'électricité. Qui peut être recyclé, j'en conviens, mais aujourd'hui, la ponction sur les réseaux est importante. Merci. Alors on s'intéresse aussi aux enjeux de décarbonation de l'industrie dans le domaine des fours industriels, où 60% d'énergie est dédiée au chauffage industriel et 90% de ce chauffage provient là encore d'énergie fossile. Vous explorez, on l'a vu, la capacité de l'hydrogène à se substituer au gaz naturel des crêpières et vous regardez donc plus spécifiquement vraiment le comportement des brûleurs. Parlez-nous un peu de cette étude et de ce qu'elle dit. Oui, tout à fait. En fait, on sait qu'à l'utilisation, l'hydrogène va avoir des impacts sur le brûleur d'une crêpière, mais on peut imaginer sur n'importe quel brûleur. Et donc, notre idée, c'était de pouvoir justement étudier ces impacts, notamment sur la température. On sait que la température du brûleur va augmenter. Donc, l'objet de notre étude était celui-ci, donc de voir en fait, d'explorer en fait l'impact de l'hydrogène sur nos matériaux, sur les crêpières. Est-ce qu'on pourrait imaginer que ça joue ensuite un rôle, que cet hydrogène joue vraiment un rôle pour réduire l'impact lié à la combustion? C'est une piste qui est sérieusement étudiée, on en parle de plus en plus.
Oui, mais complètement, parce que l'hydrogène, on peut le brûler, donc on peut le brûler de façon très, très efficace, et donc à terme, le substituer au gaz naturel, mais comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est quelque chose qui peut être aussi envisagé de façon progressive, puisque tout va dépendre de la disponibilité de l'hydrogène à un endroit donné, est-ce qu'il y a un réseau, est-ce qu'il y a une production locale, mais aussi dans le temps, avoir une... M. Bouclil a parlé de flexibilité de disponibilité d'hydrogène et donc d'avoir des systèmes pour les procédés industriels, mais aussi pour les produits industriels qui soient prêts à affronter cette flexibilité. Et d'où cette approche d'études progressives en travaillant avec un cahier des charges ou une base de dire dans tous les cas ce qu'il faut, si on prend l'exemple de la crêpière Crampouze, si Crampouze est le leader mondial, c'est parce que c'est l'homogénéité de la chauffe qui donne la qualité de ce produit. Et si on change de combustible, il faut conserver cette fonctionnalité et cette performance. Donc conserver cette homogénéité de chauffe, changer progressivement la composition du combustible, et on sait tout de suite qu'il y a beaucoup de choses qui vont changer. Il faut 3 fois plus de volume d'hydrogène que de méthane pour atteindre la même puissance sur le procédé. Il faut aussi changer la quantité d'air puisque le rapport stoichiométrique est différent. Et derrière tout ça, on va imaginer que ça va changer plein de choses au niveau du mélange et de la flamme en elle-même. Et ça a été complètement notre approche. Augmenter progressivement l'hydrogène, trouver une limite. Il y a bien une limite dans le système actuel et aller au-delà de la limite et imaginer un prototype de crêpière d'hydrogène. C'était notre étude. Stéphane Paul, on parle de flexibilité, c'est aussi ce qui est pertinent et c'est ce sur quoi vous travaillez. Quels sont les secteurs que vous ciblez en priorité pour vos solutions hydrogène? Quels sont ceux où c'est le plus adapté? Nous, c'est l'industrie. En fait, il ne faut pas oublier non plus ce qui s'est passé ces dernières années, et puis la crise énergétique qu'on a eue. C'était pas un manque d'énergie, c'était un problème de prix. Et la maîtrise des coûts. La maîtrise des coûts. Moi, j'étais à l'atelier Coq de Lorient, par exemple, quand j'ai commencé à Naval-Group. L'énergie, on s'en fichait complètement. Enfin, c'est un truc, c'était... Mais comme vous avez un prix du mégawattheure qui s'envole et que vous ne maîtrisez plus tout ça, en fait, les industriels qui vont vers nous, eux, recherchent à récupérer en fait une maîtrise de prix de l'énergie. Ils veulent récupérer des prix, récupérer des marges. Donc l'idée, forcément, pour le faire, si vous voulez être indépendant, vous allez tout de suite vers les énergies renouvelables. Le problème de l'énergie renouvelable, c'est l'intermittence. Et nous, ce qu'on dit, c'est qu'il faut faire de l'hydrogène, justement, pour pallier à l'intermittence énergétique et récupérer des prix. Donc déjà, l'hydrogène, il faut le savoir, lorsque vous stockez de l'hydrogène, c'est largement moins cher que des batteries. Mais vraiment. Donc du coup, ce qu'on fait avec les industriels, c'est qu'on installe évidemment des énergies renouvelables, on crée leur propre écosystème. Donc il y a l'exemple qu'on a fait effectivement avec Quimperlé pour le groupe Bigard, pour faire de l'écrêtage. Et après, on travaille sur leur écosystème justement pour produire de l'hydrogène à partir des déchets. Donc là, c'est des technologies qui sont matures, la pyrogasification, le vaporeformage, qui permet d'avoir un hydrogène à des coûts qui sont vraiment inférieurs par rapport aux 9 euros. Alors je parlais de 9 euros parce que c'est à peu près le coût équivalent par rapport au diesel. Et ça permet du coup d'avoir justement pour les industriels des solutions de prix de l'énergie qui est maîtrisée et qui permettent justement pour eux d'avoir une maîtrise du prix, une stabilité du prix dans le temps. Donc du coup, nos cibles, c'est bien l'industrie au sens large, mais ça va être les ports, les aéroports, les data centers et ainsi de suite. Alors, vous parliez justement de l'exemple de Bigard. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Qu'est-ce qui a été mis en place sur ce site? Comment ça fonctionne concrètement? Alors concrètement, c'est un écosystème complet. Donc l'idée, c'est de prioriser les meilleurs rendements. C'est-à-dire que quand on fait des ENR, on alimente des batteries, et les batteries en fait servent à alimenter l'usage. Dans le cas de l'usine de Bigard, c'est pour écrêter justement les pompes de la station de traitement d'eau. Et le trop-plein de solaire est justement retransformé avec un petit électrolyseur pour justement stocker. En fait, c'était l'énergie de toute façon qui n'était pas utilisée, donc on préfère la stocker. Je crois qu'on a un visuel justement qui montre un petit peu comment ça fonctionne. Et à partir justement avec cet écosystème-là, on peut faire de l'écrêtage. Donc là, l'idée aussi, c'est pour l'industriel, c'est de revoir aussi son coût de l'énergie, son abonnement. Et le prochain site qu'on fait pour eux, là, on ne va pas faire de l'écrêtage, on va faire de l'effacement. Complètement. Ce qui va permettre aussi de dire à l'industriel qu'en fait, il reprend la masse de son énergie. Et vu qu'en plus, on trace l'ensemble de l'écosystème avec des datas, et que les datas sont certifiées, là, on peut prouver la décarbonation et participer justement aux performances ESG en fait, de l'industriel.
Et juste un mot, parce qu'on parle de vos projets, vous parliez d'Hermione qui est exposé dans le K2. Simplement nous dire un mot de ce projet-là, comment il fonctionne. On le voit à l'image. Oui, alors là, l'image, c'était au 14 juillet, là, justement, on a pu exposer. Donc, à droite, on a le drone Hermione. Donc, c'est un drone qui est rechargé avec justement le réservoir amovible. Donc, l'idée, c'est de garder toujours la performance de l'électrique. C'est-à-dire qu'on a la furtivité, on n'a pas de bruit, ça a plein d'avantages. Et l'hydrogène, l'avantage qu'on a derrière, c'est qu'il vient recharger le drone justement en moins de 1 minute. Bon, on enlève le réservoir, on le remplace par un autre et ça repart. Et c'est la même chose qu'on a à gauche. Là, c'est un réservoir qu'on fait pour l'armée de terre. Donc là, aujourd'hui, on travaille par exemple ce générateur qui s'appelle Emera. On va l'utiliser aussi pour l'immobilier. Et on va coupler le réseau électrique et la partie hydrogène, justement, pour restabiliser les prix pour les bâtiments collectifs. Alors, c'est surtout des sujets qui sont aujourd'hui à l'export, à l'international, évidemment. Mais là, on commence effectivement à travailler avec des promoteurs immobiliers pour que ce type de générateur participe justement à accélérer les projets d'immobilier, parce que là, l'idée, c'est pas d'attendre Enedis pour alimenter le bâtiment, et on va coupler les énergies renouvelables et l'hydrogène, et là, on travaille avec les collectivités pour que l'hydrogène vienne des déchets, donc déchets plastiques en particulier, pour justement faire de l'énergie. Donc là, on va faire de l'hydrogène à bas coût, là, on est à peu près à 5 €, sans subvention, et le CO2 est capté à la source, et il va être revalorisé après pour des applications dans l'agroalimentaire et l'agriculture. Merci Marc Dunet. On va revenir aux raffineries. Vous le disiez, l'électrolyse suppose d'avoir de l'électricité verte et de l'eau pour pouvoir avoir cet hydrogène vert. Vous nous disiez également qu'il y avait plusieurs actions mises en place sur des différentes solutions étudiées en fonction des sites. Tout l'enjeu est d'avoir donc cette électricité verte à un coût acceptable. Il y a des partenariats à créer, il y a un écosystème à mettre en place. Alors oui, évidemment, c'est pas qu'un problème d'électricité, on va dire en résumé, c'est un problème de coût de l'hydrogène à utiliser. Aujourd'hui, pour vous donner un ordre de grandeur, l'hydrogène gris que l'on utilise, c'est à peu près 1 €, $1,50 le kilo. Quand on parle d'hydrogène vert, on a beaucoup de chiffres qui sortent, mais en gros, la fourchette de prix, c'est entre 10 et 14 $ le kilo. Si vous multipliez par 500 000 tonnes ce qu'il nous faut par an en Europe, je vous laisse imaginer le coût que ça représente. Aujourd'hui, ce n'est pas un coût qui est acceptable pour le consommateur. Si on devait dire ce surcoût, il est passé dans le prix du carburant, ça ne passe pas. Donc il faut qu'on soit un peu plus créatif. Il va falloir qu'on produise de l'hydrogène en masse pour arriver à faire baisser ce coût à des niveaux qui soient acceptables, payables par le consommateur final, qui soit automobilistes, qui soient voyageurs dans un avion ou autre. Et pour ça, ça voudra dire avoir de l'électricité verte à un coût raisonnable, donc ça voudra dire beaucoup de production. Ça voudra peut-être dire aussi qu'il faut travailler sur des très grands projets. C'est ce qu'on fait. Vous avez parlé, Président, de 30 millions de tonnes dans les projets. Nous, on en a quelques-uns qui sont en cours de développement. Je peux vous donner un exemple sans trop vous massacrer de chiffres, mais quand même, ça parle. C'est un projet qui est dans le sud du Chili. On parle d'électrolyse avec une production électrique par éolienne. Donc on est sur un champ éolien terrestre de 10 gigawatts, 8 gigawatts d'électrolyseurs. Pour avoir de l'eau, on construit une unité de désalinisation. On construit un port parce que l'idée d'importer de l'hydrogène, c'est qu'il faudra bien le transporter. On est à 17 000 km de l'Europe. Donc c'est des projets qui s'inscrivent aussi dans le temps long. On disait, est-ce qu'en 2030 on sera à l'heure? C'est sûr que non. 2035, je ne sais pas, mais en tout cas, c'est en cours. Mais on est sur des budgets d'investissement qui dépassent les 15 à 20 milliards de dollars. Donc il faut aussi nous laisser du temps, il va falloir nous aider. Et c'est à ce prix-là qu'on arrivera à avoir de l'hydrogène qui sera à un coût raisonnable. Et des projets comme ça, il y en a un peu partout dans le monde. Probablement tous ne vont pas aboutir, mais il y en a qui vont aboutir. Sur les 30, s'il y en a 20 qui aboutissent d'ici à 2035, ce sera fantastique. Et c'est à ce prix-là qu'on va arriver à décarboner. Mais on est sur des enjeux d'investissement qui sont colossaux. Et l'apport des grands groupes comme nous, ça va être aussi de donner naissance à ces écosystèmes, puisque quand on arrive avec des bateaux remplis d'ammoniac, c'est un peu la même chose, que ce soit de l'ammoniac décarboné ou de l'hydrogène, on va créer un écosystème avec un coût compétitif qui va donner naissance à d'autres filières.
Sylvain, David, on va revenir sur la combustion. Quels sont les principaux défis techniques que vous rencontrez lorsqu'on remplace par exemple le gaz naturel par de l'hydrogène dans un brûleur? Est-ce qu'il peut offrir les mêmes garanties en termes de performance, en termes de sécurité aussi? Oui, ben, en fait, on le voit bien ici sur cette illustration. Si on retire la plaque du bilic, on voit la configuration très originale du brûleur Crampouze pour avoir cette homogénéité. Et en fait, si on voit bien, en fait, ce sont 276 petites flammes qui font 2 mm de taille qui vont permettre cette chauffe. Et quand on va passer du méthane à l'hydrogène, c'est ce qu'on voit en bas à gauche. On va ajouter progressivement, le chiffre qu'on voit en dessous, c'est en pourcentage, la quantité d'hydrogène qu'on va substituer au méthane, au gaz naturel. On voit que ça modifie fortement la flamme et on a besoin de comprendre les modifications de cette flamme pour voir derrière s'il y a besoin ou pas de modifier le procédé, de modifier la configuration du brûleur. Ici, on voit qu'effectivement, à 75%, dans la configuration optimisée au gaz naturel, eh bien, on ne peut plus avoir le fonctionnement correct de la crêpière. Et alors, ce qui nous a donné l'idée ensemble, Crampouze et le laboratoire Coria, d'imaginer un prototype de brûleur de crêpière qui, elle, effectivement, cette configuration fonctionne à 100% d'hydrogène. Alors, est-ce qu'on pourrait imaginer que les bilics Crampouze fonctionnent complètement à l'hydrogène vert? À quelle échéance? Voilà, quelles sont les perspectives? Alors, justement, ça va dépendre en fait de l'échelle de temps qu'on se donne. Je dirais actuellement, pour nous, c'est pas un objectif de commercialiser un appareil fonctionnant à l'hydrogène parce qu'il n'y a pas de marché. Par contre, dans un futur un peu plus lointain, oui, c'est clairement une perspective que l'on pourrait avoir avec justement le développement des réseaux hydrogène, etc. Donc, pour l'instant, il n'y a pas de demande, mais oui, clairement, c'est un objectif pour nous. Et le but, c'est d'être prêt en fait le jour où cette perspective évolue et arrive à terme. Il faudra aussi que les consommateurs soient prêts à utiliser. Voilà, il y a toujours un peu cette crainte autour de l'hydrogène à lever aussi. Bien évidemment, alors il y a cette crainte. Après, nous, on a l'avantage de travailler aussi pour les professionnels. Donc, on sait que les professionnels n'ont beaucoup moins, on va dire, d'a priori sur le gaz que les particuliers. Donc, nous, c'est un levier et en tout cas un axe de recherche pour nous et de développement. Alexiane, juste un mot sur l'électrolyse, puisqu'on en parlait, on parlait de l'importance de cette technologie aussi pour produire de l'hydrogène vert. Je crois que vous avez lancé un appel d'offres sur ce sujet. Est-ce que vous pouvez en dire quelques mots? Je crois que vous ne pouvez pas tout nous dire, mais oui. Simplement quelques mots là-dessus. Oui, donc c'est effectivement un appel d'offres qui a été lancé là en début d'année pour la première tranche. Donc un mécanisme de soutien à la production d'hydrogène par électrolyse et en France et pour des usages, des usages industriels directs. Donc c'est des projets entre 5 et 100 mégawatts et avec une aide financière qui sera proportionnelle à la quantité d'hydrogène produit. Donc là, il y a eu effectivement la première phase, pour la première tranche, les candidatures. Donc les candidatures aujourd'hui sont closes et on est rentré en phase de dialogue concurrentiel avec les candidats. Donc à ce jour, je n'ai pas vraiment plus d'informations. Merci. Stéphane Paul, Marc a exposé les enjeux financiers pour pouvoir passer à cet hydrogène vert. Si on prend l'exemple par exemple de Bigard, je ne sais pas si vous pouvez nous donner, mais en tout cas d'une manière plus générale, qu'est-ce que ça représente en termes de coûts, de pouvoir mettre en place ce type d'écosystème et comment est-ce que c'est financé? Dans le cas de l'industrie avec qui on travaille, il n'y a pas de subvention. Vous ne pouvez pas nous donner. Non, si, je peux donner des chiffres, hein, mais c'est un écosystème qui fait 500 kW de puissance. Actuellement, je crois que c'est le plus gros générateur là, qui marche comme ça à l'hydrogène. C'est juste pour donner il y a un compteur de batterie, par exemple, qui fait 600 kWh de puissance. Ça coûte à peu près 700 000 €. Voilà. Quand vous regardez à peu près les prix des batteries, il faut compter à peu près par watt, il faut compter à peu près 1 €. Surtout avec la technologie qu'on a pris, parce qu'on cherchait de la performance aussi. Vous trouverez moins cher après si vous prenez du lithium fer phosphate, des choses comme ça, mais c'est à peu près ce prix-là.
Là, on a stocké, parce qu'on voulait aller vite aussi, puis on voulait juste un temps déclaratif, on en a mis moins de 100 kg d'hydrogène, donc à peu près 100 kg en haute pression, basse pression. 100 kg d'hydrogène, ce que vous avez dans 1 kg d'hydrogène, c'est 33 kWh, mais quand vous le transformez avec une pile à combustible, vous en avez entre 16 et 17 kWh. Donc, ce qui fait qu'avec 100 kg, on a 1,6 MWh d'énergie stockée en hydrogène. Ça coûte 90 000 €. C'est des choses qu'il faut juste se mettre un peu dans la tête. C'est que l'hydrogène, en fait, c'est vraiment moins cher en termes de stockage. Et des batteries, lorsque on les utilise, ça consomme de l'énergie. Il faut toujours les sécuriser, il faut les ventiler. Là où l'hydrogène, une fois qu'il est stocké, il est stocké et on ne consomme pas d'énergie. Donc ça, c'est des choses justement qu'il faut bien se mettre dans la tête et qui permettent justement à la décarbonation d'aller très vite, d'aller beaucoup plus vite. Alors c'est sûr que là, si vous regardez ce qui se passe au Japon, Corée ou ailleurs, eux, ils sont allés très vite en fait sur les usages parce qu'ils ont travaillé d'abord sur la demande. Bon, évidemment, ils ont travaillé avec un hydrogène qui était carboné au départ. Maintenant, ils le décarbonent. Mais aujourd'hui, ça a permis justement d'avoir des installations pas chères. Et là aujourd'hui, nous, effectivement, là, ce qu'on travaille, c'est plutôt effectivement pour l'immobilier avec des nouveaux réservoirs. Là, on travaille avec une société, par exemple, qui s'appelle Minkatech, qui fait des réservoirs avec de l'hydrure de métaux. Et la particularité, c'est que quand vous videz le réservoir, vous faites du froid. Donc vous pouvez, alors c'est une énergie fatale, donc du coup, vous allez pouvoir faire de la clim. Et nous, on fait pareil avec la pile à combustible, c'est-à-dire que quand vous l'utilisez, vous faites du chaud. Donc à ce moment-là, vous pouvez faire du chauffage, mais aussi de la climatisation grâce à l'hydrogène. Et en couplant ça avec des énergies renouvelables, tranquillement, vous décarbonez, mais ce n'est pas que vous décarbonez, c'est que vous maîtrisez les prix de l'énergie pour vos industriels. Et c'est exactement là ce qu'on fait pour Bigard. Pour le prochain site là, qui sera à Châteauneuf-sur-Sarthe, là on va utiliser la chaleur fatale issue du générateur hydrogène justement pour faire un réseau de chaleur pour le process. Donc petit à petit, il y a une performance en fait qu'on va réduire les consommations d'énergie et on va aussi augmenter l'effacement pour l'industriel. Je vais revenir vers vous, Alexiane, sur ces financements, les investissements qui sont nécessaires. Quels sont les dispositifs de soutien de l'ADEME pour aider les industriels à intégrer cet hydrogène bas carbone dans leurs procédés? Je crois que vous avez lancé un appel à projet aussi, IDH2. Oui, IDH2 qui a été lancé il y a quelques mois maintenant, avec une première relève à la fin du mois. IDH2 qui était connu avant sous le nom de briques technologiques, donc un appel à projet qu'on avait déjà lancé, qui est sensiblement à quelques différences près le même, donc vraiment très focus innovation, donc innovation sur les briques technologiques de la chaîne hydrogène, sur des nouveaux concepts de véhicules, enfin voilà les caractères caractères innovants des projets, donc avec, comme je le disais, une première relève qui aura lieu à la fin du mois, et je le précise avec un pré-dépôt, un rendez-vous de pré-dépôt qui est obligatoire auprès des services instructeurs. Donc là, pour la relève de fin septembre, très clairement, si le rendez-vous de pré-dépôt n'a pas déjà eu lieu, c'est trop tard. Donc avec une seconde relève qui aura lieu l'année prochaine, il me semble, en avril 2026, voilà, sur IDH2. Un mot quand même des verrous de la réglementation, de la sécurité. Voilà, ça c'est forcément des questions qui se posent et il y a beaucoup à faire encore dans ce domaine. Il y a des choses à écrire. Où est-ce qu'on en est, par exemple, dans le domaine qui vous concerne? Alors pour le domaine qui nous concerne, pour l'instant, en fait, la réglementation ne prend pas vraiment en compte l'hydrogène. Donc sur les essais qu'on va avoir à faire en laboratoire pour faire certifier nos produits, pour l'instant, ils n'ont pas de protocole défini pour l'utilisation de l'hydrogène. Donc nous, par ce projet-là aussi, c'est mettre un peu un pied dans la porte, c'est-à-dire de demander un positionnement de la réglementation sur ces combustibles-ci. Stéphane Paul, est-ce qu'il y a des enjeux, j'imagine, évidemment, de sécurité, de normes? C'est de l'énergie. Hein. Donc toute énergie, de toute façon, il y a des risques. Donc effectivement, c'est très important. Nous, on l'a bien vu, par exemple, avec le dernier réservoir qu'on a développé, parce qu'il était déjà qualifié R134, donc en mobilité, mais qu'on a voulu le faire aussi en transport. Bon, on a mis 1 an et demi à le certifier, quoi. Et on a pu le trouver qu'avec un laboratoire en Autriche, qui était capable de le certifier, mais qui avait aussi les moyens d'essai et de qualification. Donc là, on l'a fait avec le TÜV. On n'a pas pu le faire avec le BV parce qu'ils n'avaient pas les capacités de le faire. Mais là, aujourd'hui, oui. Là, ce qu'on voulait aussi, c'était que les usages soient le plus sécurisés possible, enfin, pour les utilisateurs, et que n'importe qui puisse l'utiliser.
Donc évidemment, c'est très exigeant. Pareil pour les grosses installations qu'on fait. Donc, nous, on a été obligés aussi de créer H2X Institute pour faire la formation, parce qu'il faut former les gens, il faut former les équipes de maintenance, les ingénieries, pour bien comprendre comment on utilise l'hydrogène, mais pas que, parce qu'il y a aussi la partie batterie aussi qui est complexe. Mais ça, c'est bien normé, ça, aujourd'hui. Enfin, si justement on pouvait avoir une stabilité des normes, ce serait pas mal. Mais autrement, ça marche. Peut-être un mot, Marc, à ce sujet aussi. J'imagine que c'est un gros sujet. Alors, le sujet sécurité, oui, évidemment, dans une raffinerie, je ne vais pas en parler parce qu'il n'est pas question que... mais je dirais que pour nous, l'aspect sécuritaire, il est déjà intégré puisqu'on utilise déjà de l'hydrogène, oui. Donc ça fait partie de notre philosophie. Après, qu'il soit vert, qu'il soit gris, qu'il soit... oui. Ça restera la même chose. On est confronté au même problème que vous quand on parle de mobilité, donc sur nos stations-service. Peut-être j'en reparlerai un peu juste en conclusion. Voilà. Merci. Juste un mot aussi de la traçabilité. On en parlait un petit peu dans les propos introductifs, mais comment garantir que cet hydrogène soit bien un hydrogène vert? Ça, c'est important de pouvoir le certifier. Alexiane, peut-être Oui, il existe des garanties, et notamment inscrites dans le Code de l'énergie, avec des garanties d'origine ou des garanties de traçabilité en fonction de l'usage de l'hydrogène pour certifier. Il y a des analyses de cycle de vie, je crois aussi. Alors nous, à l'ADEME, il y a une analyse de cycle de vie qui avait été effectuée et l'étude a été publiée dans la librairie en 2020 qui comparait notamment à la fois de l'analyse par production, par électrolyse et par vaporeformage avec différents scénarios en fonction du mix électrique et du type de l'électrolyseur. Oui, c'est un sujet qu'on regarde bien évidemment à l'ADEME. Ouais. Alors Marc, on parlait forcément des raffineries, hein, mais évidemment, en tant qu'énergéticien, vous vous intéressez à cet hydrogène pour soutenir la décarbonation d'autres secteurs de l'industrie, mais aussi la mobilité. Est-ce que vous pouvez rapidement, pour élargir un petit peu, nous donner des exemples justement de projets qui vont dans ce sens? Alors déjà, resituer, on est un spécialiste de la mobilité en ce sens qu'on fournit l'énergie pour la mobilité depuis très longtemps. Et on a été un peu pionnier sur l'implantation des stations à hydrogène, en Allemagne notamment, puisqu'on a construit, début des années 2000, une vingtaine de stations en Allemagne, qui font partie d'un réseau plus large d'une centaine de stations allemandes, puisqu'à l'époque, BMW avait commencé à sortir des prototypes hydrogène, et on pensait que ça allait décoller très vite. Donc on exploite des stations hydrogène depuis plus de 20 ans. On est aujourd'hui partenaire avec d'autres grands industriels, et je voudrais souligner, on a quand même un fleuron français de l'hydrogène Air Liquide. Avec eux, on travaille sur l'implantation d'un réseau européen de stations hydrogène pour poids lourds. Donc il y en aura 3 opérationnelles en France d'ici à la fin 2025. Donc on est sur la mobilité poids lourd. On est sur la mobilité aussi sur les taxis parisiens, puisqu'on est partenaire de I7Co, qui est un réseau de stations et d'avitaillement hydrogène pour une flotte de un peu plus de 500 taxis en région parisienne. Donc il y a pas mal de... 800 aujourd'hui, pardon, mais je ne suis pas à jour. Pourtant j'ai regardé leurs chiffres ce matin, mais c'est vrai que ça tourne vite. Bon, c'est très bien, ça progresse. Donc voilà, on est sur la mobilité. On parlait tout à l'heure de carburant de synthèse. C'est un sujet aujourd'hui qu'on regarde et sur lequel on travaille évidemment. Alors, sans vous assassiner avec des chiffres, il faut avoir en tête qu'aujourd'hui, l'industrie aéronautique mondiale, enfin le monde du transport de passagers par avion, c'est à peu près 350 millions de tonnes de jets. On sait en produire à peu près 5 millions aujourd'hui avec des biocarburants. Donc on peut décarboner sans changer la motorisation. Fabriqué à partir de recyclage d'huile de cuisson, enfin des choses comme ça. Demain, on ne pourra pas fournir toute l'industrie avec des huiles de cuisson, c'est absolument impossible. Donc on va aller vers des carburants de synthèse. Et les carburants de synthèse, on sait les faire aujourd'hui à partir de carbone qu'on séquestre, qu'on capture en sortie de cheminée, qu'on peut éventuellement pomper de l'atmosphère, et d'hydrogène vert. Ça, on sait faire. La techno, elle existe depuis les années 50, ce n'est pas un problème. Le problème, c'est les coûts des composants qui vont rentrer dans cette technologie. Et demain, il est évident que la filière hydrogène, elle va prendre un essor considérable avec les besoins de ces industries.
si on les décarbone. La question, elle est là. Est-ce que, vous parliez de niveau mondial uniforme pour tout le monde, pour tous les compétiteurs, il faudra que tout le monde s'y mette. Sinon, l'Europe ne pourra pas jouer toute seule à décarboner et au risque de tuer toute son industrie de transport, de raffinage, de quoi que ce soit. Donc l'enjeu, il est là. L'Europe doit jouer un rôle, la France a un rôle à jouer aussi, et les territoires, c'est important. Stéphane Paul, justement, dans les écosystèmes que vous mettez en place, il y a cet enjeu aussi, vous le disiez, de maîtrise des coûts, mais de souveraineté énergétique, économique des entreprises. C'est important sur le territoire. Oui, c'est de plus en plus important. Ouais. Enfin, c'est pour ça qu'il faut vraiment, quand je parle des coûts, c'est super important en fait, parce que nous on voit bien la filière, elle a du mal à décoller, mais parce qu'on est parti aussi sur l'offre de l'hydrogène vert plus que vert, quoi. Donc c'est vrai qu'on avait des coûts entre 15 et 25 € le kilo d'hydrogène. Bon, là vous n'arrivez pas à vous développer, quoi. Moi je ne vends pas un générateur quand il y a un coût comme ça, quoi. C'est pour ça que nous on s'est intéressé du coup à faire tout l'écosystème, et c'est en un temps à l'international qu'on a effectivement compris qu'il fallait différencier la méthode de production de l'hydrogène. Donc c'est pour ça qu'on est allé vraiment sur les projets waste to power, c'est-à-dire vraiment par des déchets organiques, déchets plastiques, biomasse, et à partir de là on peut produire beaucoup d'hydrogène sur le territoire. Et ça permet aussi de répondre à des problématiques de pollution. Je vois, nous la semaine prochaine on signe un contrat avec OCP et l'UM6P justement au Maroc, où là il n'y a pas spécialement de filière en fait bien structurée sur les déchets. Et là, l'idée, c'est vraiment de produire en masse de l'hydrogène à partir des déchets plastiques cette fois-ci. Donc là, si vous avez le schéma, c'est déchets plastiques, on crée des filières aussi de traitement des déchets, on les récupère, il y aura des énergies renouvelables, donc ça va aller dans les batteries, et l'hydrogène va venir soutenir en fait le développement justement de l'électrification des usages. Et pour l'anecdote, c'est que là, par exemple, les piles à combustible qu'on fait, pour 100 kW, vous avez 60 litres d'eau qui sort. Donc on parlait du problème de l'eau pour l'électrolyse. Là, cette fois-ci, l'eau, là on est sur un projet à 4 MW, donc là on va faire plusieurs mètres cubes d'eau en fait à l'heure, c'est une eau déminéralisée, donc à partir des plastiques on va faire de l'eau, de l'énergie verte, décarbonée, et l'eau dans notre cas va être minéralisée pour des usages pour l'agriculture. Cercle vertueux. Sylvain, on parle de l'importance du savoir-faire aussi, derrière cette volonté d'expérimentation du comportement de l'hydrogène dans vos brûleurs. Il y avait la volonté aussi de revenir à un savoir-faire que vous aviez un peu perdu, à des connaissances qui... Oui, exactement. Oui, c'est d'ailleurs l'origine du projet. C'est quand on s'est rendu compte en fait, qu'on avait du mal à maîtriser le gaz d'une manière générale en fait, quand on voulait faire du développement. Quand on discute avec nos confrères, on voit qu'on n'est pas les seules industries à avoir un peu de mal avec cette maîtrise-là, parce qu'on sent que les jeunes ingénieurs comme moi, quand je suis arrivé, je ne connaissais pas le gaz. Donc en fait, on est souvent très formé à l'électricité et très peu au gaz. Pourtant, justement, quand on parle de décarbonation, d'hydrogène, etc., ceux qui font du gaz aujourd'hui seront ceux qui font l'hydrogène demain. Donc, je pense que c'est extrêmement important en fait, d'avoir ces savoir-faire et d'essayer de les retrouver dans les entreprises. J'ai envie de dire, David, il faut former justement des chercheurs qui s'intéressent à ces sujets, et on n'en manque pas, évidemment. Oui, donc tout à fait, de former des chercheurs et des ingénieurs dans ce domaine-là, c'est aussi une partie de notre mission, étant moi aussi enseignant-chercheur, mais aussi d'accompagner ces développements et ces innovations. Et là, on voit bien, comme l'a dit aussi Sylvain, c'est qu'on a besoin d'avoir, et c'est aussi un peu pour ça qu'on est là tous les deux à cette table ronde, Sylvain et moi, c'est qu'on a besoin d'avoir ce type de collaboration où nous, laboratoire académique du CNRS, on va espérer apporter, contribuer à une meilleure compréhension de ces phénomènes physiques quand on va parler de combustion d'hydrogène, que ce soit dans une crêpière, que ce soit dans un grand four manufacturier de verrerie ou autre, et contribuer à apporter cette meilleure compréhension de ce qui se passe au sein même de la flamme, ça va aider à développer des nouveaux produits ou à adapter les produits existants à l'hydrogène. Allez, on va passer à la conclusion rapidement, chacun. Si vous aviez un message à faire passer au regard des échanges et aussi des introductions qui ont été faites, peut-être des propos introductifs de la matinée. Marc. Oui, alors message au pouvoir public.
On a parlé de coûts, on a parlé de temps long, il ne faut pas lâcher l'effort, il faut des aides. Hein. Il est clair que nous, il y a beaucoup de projets qui sont conditionnés à des aides. Alors, ce n'est pas que des aides françaises ou de la région, c'est l'Europe qui doit aussi avancer là-dessus. Alors, il y a des bonnes nouvelles qui vont arriver, mais il est clair que pour nous, on parle de quantité stratosphérique, on parle de coûts stratosphériques qui ne sont pas absorbables par nos clients, donc il va falloir qu'on se mette tous sur le sujet. Après, techniquement, le message qu'on peut dire, c'est qu'on est capable de le faire. Quand je dis on, ce n'est pas spécialement Total Energy, mais c'est l'écosystème français, et il y a de la matière grise et il y a de l'expérience, donc là-dessus, il n'y a pas d'inquiétude. Après, il faut qu'on soit entrepreneur et qu'on donne les moyens, et aussi ne pas oublier que c'est du temps long. Hein. Chez nous, les grands projets, c'est 15 ans, donc il ne faut pas s'affoler si à 2030, tous les projets ne sont pas sortis. Stéphane. Ouais, c'est une conclusion. Ouais, pour la défossilisation, ouais, je pense que, enfin, nous, ce qu'on veut, c'est industrialiser. Quoi. Donc, nous, on veut créer des usines. Donc, enfin, pour moi, l'idée, c'est plutôt d'aller vite cette fois-ci. Et je pense qu'il y a un besoin justement il y a un besoin d'énergie, il y a un besoin d'énergie décarbonée, défossilisée. Je pense aussi qu'il y a des coûts qui sont hyper importants. C'est vrai que les industriels qui nous parlent, ils ont besoin de solutions vite. Il faut aller rapidement en fait et développer rapidement les écosystèmes. Sur le territoire à petite échelle. Moi, le territoire français, enfin, c'est un truc. Enfin, là, on a eu la crise énergétique il y a 2 ans, avec des prix qui ont été extraordinaires. Il y a un besoin de réindustrialisation, il y a un besoin d'électrification des usages. Et il faut bien comprendre que l'hydrogène vient là pour aider justement l'électrification de tous, quoi. Je pense que Philippe, des fois, il disait si on n'a pas l'hydrogène, on ne le fera pas. Moi, j'en suis persuadé. Voilà. Merci. Alexiane. Oui, juste quelques mots sur le fait que je pense que l'État, et notamment à travers le soutien de l'ADEME, a quand même voilà, joué son rôle pour un peu initier la filière, et notamment comme à travers les écosystèmes dont je parlais tout à l'heure, qu'on continue encore à suivre, hein, puisqu'ils sont tous à des phases de déploiement différents, donc qu'on continue à suivre pour un peu capitaliser aussi sur le retour d'expérience de ces écosystèmes dispersés un peu dans le territoire. Et voilà, et même si, on le disait tout à l'heure, pour l'hydrogène, en ce moment, les temps sont un petit peu plus durs. Je pense que voilà, il y a des industriels, et on l'a vu, qui sont prêts à s'y investir, et l'ADEME sera présent pour voilà, continuer à accompagner, soutenir, pour faire de l'hydrogène un réel levier de décarbonation de l'industrie. Moi, le petit mot, ce sera plutôt en direction des étudiants. En fait, je pense que justement, l'hydrogène a un vrai avenir. Je pense que dans l'industrie, on le sent de plus en plus. On sent de plus en plus d'industriels qui s'intéressent à cette problématique-là. Je suis très content. Moi, il y a une dizaine d'années, du coup, quand je sortais d'école, personne n'était formé au gaz, comme je le disais, ou très peu de monde. Et pourtant, en fait, on a des gros besoins. Donc, voilà, très content de savoir qu'il y a une filière et aujourd'hui à Lorient. Oui, pour conclure aussi, je vais juste redire ce que j'ai déjà dit tout à l'heure, de la filière hydrogène étant tellement vaste et assez encore incertaine, ce besoin d'accompagner ces développements et d'associer et de la recherche académique et des développements industriels, ça c'est une chose. Et puis aussi de revenir sur le terme de flexibilité, puisque c'est vrai que on voit que l'hydrogène, c'est une réalité. Dans quelle forme, on ne sait pas encore, mais de la nécessité d'imaginer, de développer des systèmes performants qui soient aussi flexibles face à l'hydrogène. Et on aura l'occasion d'en parler dans la table ronde suivante, hein, sur les mobilités terrestres. En effet, ce sera au cœur du sujet. Merci à tous les 5 pour vos témoignages, votre expertise.